Bonjour à toutes et à tous. Pour cette rentrée, je vous propose une vidéo enregistrée par mes soins. Pour la suivre, vous avez besoin de prendre votre cahier, ouvert partie Histoire, car je vais vous indiquer au fur et à mesure de cette vidéo ce qu'il faudra écrire dedans. Votre travail est donc très simple. Vous devez écouter la vidéo et recopier le cours au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, comme ça vous avez le temps de recopier les titres, de recopier les traces écrites. La semaine prochaine, à notre retour en classe, je vérifierai pour chaque élève que la trace écrite a bien été notée dans votre cahier. Donc je répète, vous prenez votre cahier partie Histoire, le dernier chapitre présent dans votre cahier étant sur le monde des cités grecques. Donc voilà, vous prenez à la suite une nouvelle page et vous allez noter au fur et à mesure ce que je vous indiquerai. Si vous avez le manuel chez vous, prenez-le, puisque des fois je vais vous indiquer des pages qui sont dans votre manuel. Si vous l'avez pas, ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon vous aurez les documents dans la vidéo. Pour celles et ceux qui ont le manuel à la maison, je vous invite à prendre ce manuel page 95 à 107, où vous aurez tous les documents, certains que l'on va étudier dans cette vidéo, et puis d'autres en plus que vous pourrez regarder. Si vous n'avez pas le manuel à la maison, c'est pas grave, je vais de toute façon vous montrer chaque document que l'on va étudier sur cette vidéo. Pour commencer, nous devons localiser Rome. Comme vous le voyez sur cette carte qui présente la péninsule italienne, nous avons la ville de Rome qui se situe dans un pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Italie. Alors, c'est pas forcément écrit sur le document, mais vous avez plusieurs indications. Première indication, le titre du document, la péninsule italienne, ça fait donc référence à l'Italie. Et puis, maintenant que vous êtes un petit peu fort en géographie, vous avez vu la mer Méditerranée, très connue. Un peu moins connue, mais on en a quand même déjà parlé depuis le début de l'année, la mer Adriatique. Alors celle-ci, je vous pardonne, mer Tyrrhénienne et mer Ionienne, de pas forcément les connaître. Par contre, vous repérez la Corse, donc ça, sans surprise, ça veut dire qu'on est à proximité de la France qui se situe ici. Et puis on voit un petit bout d'Afrique. Donc vous pouvez être sûr de vous, nous sommes bien en Italie. Nous avons localisé Rome en Italie. Maintenant, nous allons situer la ville à l'intérieur du pays. Pour cela, vous devez vous représenter les différentes parties, les différents points cardinaux. Vous avez vu que je me suis entraînée, là c'est quasiment parfait. Alors, ici nous avons le nord-ouest, j'ai moins bien fait mon E, mon O. Ici nous avons le nord-est, le sud-est et le sud-ouest. J'insiste un petit peu sur cette méthode parce que là il se trouve que la ville que nous cherchons à situer se trouve quasiment au centre. Et c'est vrai que vous pourriez vous dire, mais mince, comment je fais là? Puisque clairement, la ville, elle est bien au centre. Alors vous allez me dire, oui, si je fais le trait un petit peu plus bas, bon ben hop, on peut le mettre dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest, mais clairement là, il faut qu'on trouve un autre point cardinal. Ce point cardinal, ça sera donc le centre. Je sais pas dans quoi je me suis engagée. Le centre. Voilà. Donc on est au centre, mais quand même, vous voyez qu'en coupant l'Italie en deux, on voit nettement que Rome se situe du côté de la mer Méditerranée. Là, vous voyez que le point qui était à l'origine ici se trouve du côté de la mer Méditerranéenne et clairement, euh, la mer Méditerranée, vous voyez que là, mon trait, il est vraiment du côté ouest. D'accord? Si je prends le pointeur laser, vous verrez peut-être mieux. Donc on est vraiment la mer Méditerranée du côté ouest. D'accord? Donc, on peut dire que la ville de Rome se situe au centre-ouest de l'Italie. Est-ce que vous connaissez Rome? Je suis sûre que oui. Vous en avez forcément déjà entendu parler et je suis même sûre que vous connaissez certains de ses monuments les plus célèbres. À commencer par celui-ci. Alors, est-ce qu'il vous dit quelque chose? On l'appelle parfois amphithéâtre Flavien et il est aussi connu sous le nom de Colisée, Colosseum.
C'est un amphithéâtre ovale qui se situe au centre de la ville de Rome. Sa construction a commencé sous l'empereur Vespasien en 72 après Jésus-Christ et s'est terminée 8 ans plus tard, en 80, sous la direction de son successeur et héritier Titus. C'est un amphithéâtre qui accueillait des spectacles, parmi lesquels des combats de gladiateurs, mais aussi des chasses d'animaux et puis, un peu plus sympa, des exécutions. Il pouvait accueillir entre 50 000 et 80 000 spectateurs. Vous connaissez peut-être aussi ce monument. Alors, c'est vrai qu'il est moins connu, mais c'est le mausolée d'Adrien. Aujourd'hui, on l'appelle le château Saint-Ange, puisqu'il a évolué. À l'époque médiévale, il a pris d'autres fonctions. À l'origine, il s'agit d'une sorte d'un mausolée. Les mausolées, c'était des bâtiments qui étaient conçus pour accueillir la dépouille des corps des empereurs, des chefs d'État, etc. Un peu comme une pyramide, oui, mais pas avec la même fonction. Donc ce mausolée a été construit par l'empereur Adrien en 130 après Jésus-Christ, et c'est seulement sous le règne d'Antonin le Pieux, en 139, qu'il a été terminé. Est-ce que vous reconnaissez cette photo? Il s'agit d'une photo d'un site archéologique très célèbre qui se situe à Rome. Oui, c'est le Forum romain. Donc en fait, le Forum romain, c'est un petit peu l'équivalent de l'Agora pour les cités grecques. Si vous vous souvenez, l'Agora, c'était une place publique, une place principale au centre de la cité. Et ben le Forum pour les Romains, c'est un petit peu la même chose. C'est une grande place que vous voyez derrière. Alors je reprends mon stylet, mon pointeur plutôt. Donc vous allez avoir une grande place entourée souvent de petits couloirs avec des colonnes. Alors là, les colonnes, elles ont été toutes cassées, donc on les voit plus très bien. Et donc ces places publiques cette place publique va permettre aux gens de se réunir pour célébrer des mariages, pour organiser des jeux, parfois des combats de gladiateurs aussi, comme le Colisée. Mais aussi pour fêter des fêtes religieuses, pour des défilés militaires et même pour des proclamations politiques. C'est par exemple sur cette place, sur le Forum, que Jules César a été, où le corps de Jules César a été brûlé. Il est temps d'écrire un petit peu. Vous prenez votre stylo rouge, votre cahier partie Histoire, et vous notez chapitre 5, Rome du mythe à l'histoire. En bleu, Rome est située au centre-ouest de l'Italie. Rome a dominé tout le bassin méditerranéen au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et en noir, problématique, comment Rome est-elle née et comment a-t-elle réussi à dominer toute la Méditerranée? Dans ce chapitre, je vais faire un mix entre deux chapitres, c'est-à-dire que normalement on doit faire Rome du mythe à l'histoire, et plus tard dans l'année on doit faire l'Empire romain. Donc j'ai tout mis à l'intérieur d'une même vidéo, puisque avec le confinement et puis les conditions d'enseignement qui sont un petit peu compliquées, j'ai préféré tout faire dans deux vidéos pour que ce soit plus clair dans votre tête. On continue à écrire, toujours en rouge, grand 1, la fondation légendaire de Rome. On saute une ligne, grand A en noir, quand. Vous voyez un petit texte qui est l'introduction du manuel sur ce chapitre. Je vais vous le lire. D'après le mythe, Rome est fondée en 753 avant Jésus-Christ dans la plaine du Latium. Les Romains se présentent comme les descendants de grands dieux et du héros troyen Énée. Les textes qui racontent cette légende sont écrits à la fin de la République, au 1er siècle avant Jésus-Christ, soit près de 700 ans plus tard. Vous voyez là l'importance d'apprendre le vocabulaire au fur et à mesure, puisque mythe, c'est un terme que l'on a appris dans le chapitre précédent, le monde des cités grecques. C'est vraiment important, malgré les conditions, que vous fassiez l'effort d'apprendre le vocabulaire technique, parce qu'on va s'en servir maintenant régulièrement. Mythe, vous le verrez l'année prochaine aussi pour le Moyen-Âge. Voilà, faut vraiment pas faire l'impasse là-dessus. Pour répondre aux 4 questions que vous voyez en orange en haut de l'image, il faut lire à nouveau le texte en dessous. Vous mettez pause, vous relisez dans votre tête tranquillement le texte,
vous répondez aux questions dans votre cahier, pas besoin de faire de phrases, et on corrige. On corrige. Si vous n'avez pas eu le temps de répondre aux questions, vous rembobinez un petit peu la vidéo, vous mettez pause, vous lisez le texte et vous répondez aux questions. C'est vraiment important que vous fassiez cet effort de réflexion parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir retenir ces éléments. Moi, je parle, je vous donne énormément d'informations, mais c'est impossible que vous arriviez à retenir la totalité des informations que je vous donne. Imaginez que ces cours-là que je vous donne en vidéo, ça fait à peu près 2 vidéos pour 1 heure en entier, c'est des chapitres qu'on aurait dû faire en 2 semaines en classe, à savoir en 6 heures de cours. Donc vous voyez que la différence est quand même importante, donc ça veut dire qu'à la maison, il faut faire un minimum, vous, tout seul, à réfléchir, à lire les documents, et ensuite vous comparez vos réponses avec la correction. Première question. Quand la cité de Rome aurait été créée, selon la légende? Donc pour répondre à cette question, vous avez vu qu'il y a une étoile jaune à côté, ici. Donc ça va être ce que je vais mettre sur la frise chronologique pour vous montrer où ça se situe dans le temps. De la même manière que pour la question 2, de quand datent les écrits qui racontent sa fondation, j'ai mis une étoile violette. Alors, si vous avez bien lu les documents, vous avez constaté que la cité de Rome aurait été créée en 753 avant Jésus-Christ. En 753 avant Jésus-Christ. J'ai eu un petit souci avec l'enregistrement. Pour la deuxième question, de quand datent les écrits qui racontent sa fondation, on est au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc je reprends mon pointeur. 753 avant Jésus-Christ, et pour les textes comme Tite-Live, on est au 1er siècle. On n'a pas de date exacte, c'est pour ça que j'ai rien mis à l'intérieur. Juste précision, vous avez vu que là j'ai mis des espèces de petits traits là. Ces traits séparent de 100 ans, 100 années, un siècle en fait, entre ces dates-là et ces dates-là. J'ai fait ça pour que ce soit plus facile pour calculer pour la troisième question. Combien d'années séparent la date de la fondation de Rome et l'écriture de son récit? Donc là, justement, on va s'aider de mes petits carrés. Donc là, on est au 1er siècle, 1 siècle, 2, 3 siècles, 4 siècles, 5, 6 et 7 siècles. Il y a 700 ans qui séparent, puisque un siècle égale 100 années. Bon, je n'ai pas du tout la place d'écrire les mots, mais un siècle égale 100 années. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siècles, c'est-à-dire 700 années. 700 ans qui séparent le récit de la légende et les personnes qui le racontent. Donc question 4. Doit-on être prudent sur ce qu'affirment ces récits? La réponse est oui. Imaginez, vous devez raconter quelque chose qui s'est passé 700 ans avant vous. Vous allez le raconter parce que quelqu'un vous en a parlé, et cette personne, on lui en a elle-même parlé, et ainsi de suite. Mais du coup, votre récit, qu'est-ce qui va lui arriver? Il risque d'être altéré, il risque d'être modifié. Donc il faut être très prudent avec le récit de la légende qui date, donc la légende c'est 753 avant Jésus-Christ, et les premières personnes à les mettre par écrit, c'est 700 années plus tard. Donc il faut prendre du recul, voir si toutes les informations sont vraies ou pas, et très certainement qu'il y a beaucoup d'informations qui ne seront pas vraies. Vous mettez en pause et vous notez. D'après la légende, Rome aurait été fondée en 753 avant Jésus-Christ. Les écrits qui relatent, c'est-à-dire qui racontent cette fondation, datent du 1er siècle avant Jésus-Christ, soit 700 ans plus tard. Il faut donc être prudent. On continue avec le grand B, que vous notez en noir et qui s'intitule « Qui et comment ?» Est-ce une louve qui a fondé Rome? Eh bien non, ce sont les 2 petits bébés qui sont en train de boire juste en dessous. Enfin, pour être plus précis, un seul des 2. Alors bon, là je peux pas vous dire si c'est celui de droite ou celui de gauche, mais en tout cas, ici nous avons la représentation de Romulus
et de Rémus qui sont en train de se nourrir par une louve. Je vais donc vous raconter la légende de la fondation de Rome. Je vais vous raconter la légende de la fondation de Rome. Et les Romains n'ont pas fait les choses à moitié, puisqu'ils ont inventé une généalogie, que vous voyez ici représentée par cet arbre généalogique. Ils ont inventé une généalogie qui les rattache directement à des dieux, et puis même à la mythologie grecque, avec des personnages comme Énée. Donc, petit spoil, les fondateurs de Rome sont Rémus et Romulus. Si on remonte leur arbre généalogique, on voit en bleu des dieux, comme Mars, Vénus et Jupiter, mais pas seulement. On voit aussi en rouge des héros, en l'occurrence un héros grec, et puis d'autres personnages. Alors, le héros grec, on en a entendu parler pour la guerre de Troie. Vous vous rappelez cette guerre qui a opposé les Troyens et puis le cortège de héros autour de la figure de Ménélas, du roi Agamemnon, de Ulysse, Achille, etc. Énée d'ailleurs, il a une figure qui est souvent représentée, c'est portant son père sur le dos. Donc par exemple ici, vous avez une représentation de Énée que l'on voit ici, et puis qui porte son père sur le dos. Voilà. Énée a un fils, Ascagne, qui va fonder Albe la Longue. Pour le moment, on met ça entre parenthèses, on y reviendra plus tard. Ce fils va avoir des descendants, et parmi ses descendants, on compte 2 frères, Numitor et Amulus. À la mort de leur père, ces 2 frères doivent se séparer leur héritage. Amulus va faire une proposition. Il va dire d'un côté, un de nous deux va prendre le trône et le titre de roi, et de l'autre, l'autre va prendre les biens et les richesses du père décédé. Numitor, qui est l'aîné, va choisir de prendre le trône et va devenir roi. Amulus, lui, du coup, va récupérer tout l'argent. Le problème, c'est que grâce à ses richesses, Amulus va devenir très puissant et va finir par déposséder Numitor de son trône. Or, Numitor, il a 2 enfants, un fils et une fille. La fille s'appelant Rhea Silvia, c'est important, vous allez le voir par la suite. Enfin, c'est pas son prénom qui est important, mais c'est la personne de Rhea Silvia qui est importante. Donc, Numitor va être dépossédé de son trône, et c'est Amulus qui va prendre la suite. Amulus, il veut pas qu'on lui prenne son trône. Donc, une fois qu'il a évincé Numitor, il va zigouiller le fils, dont on n'a pas le prénom ici, et il va pas tuer Rhea Silvia, mais il va l'obliger à devenir une Vestale. Une Vestale, c'est une prêtresse qui doit faire vœu de chasteté, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir de relation avec un homme, et donc ne doit pas enfanter, ne doit pas avoir d'enfant. Sauf que le petit coquin de Mars, donc le dieu de la guerre, va voir les choses différemment et il va rendre visite à la prêtresse qui va lui donner des jumeaux, Rémus et Romulus. Le problème, c'est que Amulus va le savoir, et comme il ne veut pas être détrôné par ses 2 petits-neveux, il va faire en sorte d'ordonner leur mort. Les serviteurs sont donc chargés de les jeter dans le Tibre. Alors, on est d'accord que c'est une légende, donc parfois certains détails peuvent être modifiés. Est-ce que c'est la prêtresse qui va mettre les 2 enfants dans un panier pour les mettre à l'eau? Est-ce que c'est des servants qui vont les jeter dans l'eau? Voilà, tout ça, ce sont des choses qui vont varier en fonction des récits. Toujours est-il que nos 2 bébés vont être sauvés. La légende raconte que c'est plutôt une louve qui va les récupérer au bord de l'eau. Elle va se cacher dans une grotte pour les allaiter. Parfois, selon certaines légendes, on parle d'un pivert qui veille également sur eux. Ces animaux sont les symboles du dieu Mars. C'est lui qui protégerait ses 2 fils. Plus tard, un berger nommé Faustulus, gardien des troupeaux d'Amulus, découvre que la louve élève les enfants.
Il recueille les bébés et les élève avec sa femme. Devenus adultes, Romulus et Rémus deviennent à leur tour bergers. Puis, ils apprennent la vérité sur leur naissance. Ils tuent Amulus et rendent le trône d'Albe à leur grand-père Numitor qui en avait été spolié. Numitor va proposer à ses enfants, à ses petits-enfants, de fonder une cité. Le problème, c'est que les deux jumeaux n'arrivent pas à s'entendre sur le choix du chef. Ils se rendent sur le site des 7 collines, au bord du Tibre. Romulus se place avec ses compagnons sur le mont Palatin, tandis que Rémus, lui, se place avec ses compagnons sur le mont Aventin. Et ils attendent les augures. Les augures, c'est quoi? C'est le fait que les dieux envoient des messages aux humains. Alors ces messages peuvent prendre différentes sortes, différentes formes. Rémus est le premier à recevoir les augures. Il aperçoit dans le ciel 6 vautours. Pour lui, c'est clair, les dieux l'ont choisi. Le problème, c'est que Romulus, de son côté, voit 12 vautours, et ses compagnons l'appuient. S'ensuit donc un combat entre les deux frères, puisqu'ils ne sont pas d'accord sur le message envoyé par les dieux. C'est finalement Rémus qui va succomber au coup porté par son frère Romulus et qui va décéder. Ainsi, le fondateur de la ville de Rome est Romulus. Pourquoi peut-on dire que ce ne sont pas des humains ordinaires? Tout simplement parce que dans leur généalogie, on retrouve des héros, des dieux et même des déesses. Je vous mets ici un petit document que j'ai trouvé sur internet qui récapitule les grandes phases de la légende de la fondation de Rome. Donc vous pouvez mettre pause, le lire. S'il y en a que ça intéresse, je peux éventuellement l'envoyer. Voilà. Sinon vous allez sur Google, Romulus et Rémus, images, et vous allez tomber sur cette illustration. On note un petit bilan, vous pouvez mettre pause et écrire. Selon la légende, Rémus et Romulus ont consulté les augures. N'étant pas d'accord sur ce qu'ils ont vu dans le ciel, ils se sont battus. Romulus a tué son frère pour devenir le premier roi de Rome. Voici un document écrit par Tite-Live sur la fondation de Rome. La fondation de Rome est embellie par les fictions de la poésie, plutôt qu'appuyée sur le témoignage de l'histoire. On pardonne à l'Antiquité cette intervention des dieux dans les choses humaines qui imprime à la naissance des villes un caractère plus noble. S'il est permis à un peuple de rendre son origine plus sacrée en la rapportant aux dieux, c'est le peuple romain. Et quand il veut faire du dieu Mars le père fondateur de Rome et le sien, sa gloire est assez grande pour que l'univers l'accepte comme il a accepté sa domination. Donc ce texte a été écrit par Tite-Live au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est important à retenir de ce texte, c'est la première phrase. Je vous la relis. La fondation de Rome est embellie par les fictions de la poésie, plutôt qu'appuyée sur le témoignage de l'histoire. Donc quand on vous dit qu'en fait, la légende, elle est embellie par les fictions de la poésie, en gros, on est en train clairement de dire que c'est une légende, ce sont des mythes, ça embellit la réalité, mais ça reste une fiction. Une fiction, c'est-à-dire quelque chose qui est inventé. Donc, il a bien dit que la légende ne s'appuyait pas sur des faits historiques. Mais quel est le but alors derrière ça? On le voit dans la phrase suivante, enfin un peu plus loin. Et quand il veut faire, donc je cite, et quand il veut faire du dieu Mars le père fondateur de Rome et le sien, alors je vais juste surligner où est-ce que je suis. Hop. Et donc, quand il veut faire du dieu Mars le père fondateur de Rome et le sien, sa gloire est assez grande pour que l'univers l'accepte comme il a accepté sa domination. Donc en fait, c'est le peuple romain. Et Tite-Live nous explique que le fait de se mettre dans la généalogie du dieu Mars, c'est bien pour asseoir sa puissance, dire voilà, nous, peuple romain, nous sommes les descendants d'Énée, nous sommes les descendants de Rhea Silvia qui a eu un enfant avec le dieu Mars, et donc nous sommes un peuple divin. Vous pouvez donc noter
Les Romains inventent des mythes pour expliquer la fondation de leur capitale, Rome. Ces récits leur donnent une origine divine et rattachent leur histoire à la mythologie grecque. Romulus serait le fils de Mars et le descendant du héros troyen Énée, fils de Vénus. Nous terminons cette première partie avec le grand C à écrire en noir dans votre cahier à la suite. Où? Où la ville de Rome a-t-elle été fondée? Vous avez ce document qui nous montre, donc qui est un plan de la ville de Rome à l'époque de la monarchie, c'est-à-dire au 8e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, normalement en classe, je vous aurais donné en fait ce plan-là à colorier pour bien repérer où se situent les 7 collines, le Palatin, le fleuve du Tibre. Pour les plus motivés, je vous propose de refaire le schéma que je vous aurais distribué en classe dans votre cahier, de sorte que vous reteniez bien le nom des collines et l'endroit où Rome se situe. Petite parenthèse, vous avez remarqué des petits soucis au niveau du micro, donc j'essaye de les résoudre, mais j'ai pas le matériel adéquat, donc désolé par avance avec les différences de niveau entre certaines diapos où c'est très faible et d'autres où c'est fort et d'autres où c'est saturé, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Alors, on s'adapte avec le matériel qu'on a et pour vous, ça sera pareil. Donc je vous propose de prendre un stylo, un crayon, un feutre bleu pour tracer dans un premier temps le cours du fleuve le long duquel Rome a été fondée. Donc il s'agit du Tibre. Alors, tant pis si on n'a pas exactement le même tracé. Là, je le fais à la souris, donc c'est pas nickel nickel. Voilà. Donc je vous propose ce fleuve de le colorier en bleu et de noter juste à côté le long Tibre. D'accord? Je vous proposerai après un schéma que j'ai fait plus au calme, tranquillement, qui sera nettement plus joli. Euh, Vous pouvez prendre un crayon vert, un feutre vert. Alors, on voit pas du tout avec l'image, malheureusement, mais ça sera beaucoup plus clair juste après. Donc, Rome, c'est la ville aux 7 collines. Donc, on en a 7. On a le Capitole, le Palatin, l'Aventin, le Caelius, Esquilin, Viminal et Quirinal. Donc, alors attention aux prononciations, hein, si vous voulez le prononcer à la latine ou en français, par exemple Caelius en latin, Celius en français. Et enfin, un crayon feutre rouge pour faire une étoile sur le Palatin. Oui, c'est une étoile. Et indiquer de cette manière que c'est sur cette colline-là que la ville a été fondée. J'ai reproduit ici un schéma similaire mais beaucoup plus joli comme vous le voyez, puis surtout j'ai enlevé le fond du plan. Donc voilà, si vous voulez représenter cette carte, ce plan sur vos cahiers, ça doit ressembler à peu près à ça. Un fleuve en bleu, d'ailleurs je remarque que l'on ne voit pas apparaître le nom du fleuve, donc c'est... voilà, si vous pouvez écrire à côté Tibre, voilà. Donc le long du fleuve le Tibre et puis les 7 collines avec au milieu le Palatin, l'Aventin là où Rémus s'était réfugié, le Capitole aussi très important. Et vous notez juste à côté, la légende raconte que les jumeaux Romulus et Rémus ont été abandonnés à leur naissance sur le fleuve du Tibre. Au pied du Palatin, une louve les aurait nourris, puis ils auraient été recueillis par des bergers.